de nous avoir encore éclairé largement sur ces événements. Il faut rappeler aussi que la Cour de sûreté de l'État condamnera sévèrement les militants de l'ARC et que dans un contexte équivalent du côté de Montredon, contestation du monde agricole, le 4 mars 76, il y aura la mort d'un CRS et d'un agriculteur, mais là, l'État jouera l'apaisement. On se retrouve très vite, Didier Ray ? Oui, très bien, volontiers. Merci beaucoup pour une nouvelle émission autour de 81, une émission spéciale qu'on l'on promet à nos téléspectateurs. La tranche d'info continue avec le Corsicaser. Prochain rendez-vous Intent ou Inculture à demain soir. C'est maintenant l'heure de votre Corsicaser. Et à la une de l'actualité, les réactions au lendemain de l'annonce de la création du FLNC Madiu Intoun, où les militants s'adressent à l'État, mais aussi aux nationalistes au pouvoir, un mouvement clandestin qui s'invite donc dans la campagne à moins de 2 mois des élections territoriales. On y revient dans un instant. Comment reconquérir les voyageurs en pleine phase de déconfinement et alors que la crise sanitaire est toujours bien présente? Air Corsica a dévoilé son offre pour la saison 2021. Parmi les annonces, une augmentation du nombre de sièges ou encore une tarification adaptée. Nous le verrons en détail. Et puis, quand l'art urbain s'invite dans nos montagnes, le festival Popularte propose à des artistes du monde entier d'installer le street art sur les murs de la vallée du Niol, un événement culturel, social, mais aussi économique dans des zones de campagne reculées. Petit détour par Lotzi en fin de journal. Nous vous annoncions hier la naissance du FLNC Madiu Intoun, lors de la conférence de presse à laquelle nous étions conviés. Les clandestins laissaient planer la menace du retour à la lutte armée. Des annonces qui n'ont pas manqué de faire réagir au sein de la sphère politique en pleine campagne pour les territoriales. On voit cela avec Stella Rossi. Nombreux militants de toutes les composantes du FLNC, nous avons pris la décision d'un redéploiement tactique. Hier, 45 ans après la création du FLNC, une nouvelle organisation a vu le jour. Ces clandestins se présentent comme appartenant au FLNC dit Madiu Intoun. Hasard du calendrier ou pas, l'événement n'apparaît pas anodin à quelques semaines des territoriales. Jean-Christophe Angelini est d'ailleurs le premier à avoir réagi. Je peux comprendre, comme je l'ai déjà exprimé ces dernières heures, le désarroi, la perte de repères de très nombreux militants au regard d'un certain nombre de choses et notamment de la désunion qui aujourd'hui est la règle. Mais pour autant, je pense qu'on ne doit pas revenir en arrière et que tout retour à la violence politique et à la clandestinité serait une erreur grave. Quant à Corinne Fronte, il y a le sentiment que la mandature nationaliste à la collectivité territoriale n'a pas répondu aux attentes de l'ensemble du peuple corse souverain qui voyait l'avènement d'une ère nouvelle, de changement, de bouleversement. Il n'en a rien été. Et sur l'analyse de ce texte, moi j'en partage les axes principaux au niveau politique. Le président de l'exécutif reste lui sur sa ligne. Il le martèle, la violence n'est pas une option. On ne construit pas un pays, on ne rétablit pas la démocratie, on ne développe pas un pays en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans. C'est un combat de longue haleine qui peut être quelquefois ingrat, mais c'est ce chemin-là qu'il faut continuer à suivre avec la même détermination. Et sans violence. Et toujours sans violence, bien sûr. La fin d'un climat apaisé, un retour aux heures sombres et des conséquences préjudiciables pour la Corse, c'est ce que craignent certains membres de l'opposition. Comment peut-on d'un côté dire aux gens qu'il faut absolument se rendre aux urnes et soutenir la démarche nationaliste tout en la critiquant vertement, en tout cas concernant la gestion régionale ces dernières années, et d'un autre côté faire peser encore une menace de réapparition des actions violentes. Je crois que nous devons rester sur le terrain démocratique où chacun a le droit de faire valoir ses idées, de les défendre. Mais je crois aujourd'hui que ce recours à la violence serait vraiment, je dirais, un retour en arrière très préjudiciable pour notre île en termes d'image, en termes d'attractivité. Je crois qu'on n'a pas besoin de ça par rapport aux défis qui attendent aujourd'hui la Corse. À quelques semaines des territoriales, l'arrivée du FLNC Madiu Intoun nous suscite bien des interrogations.
La situation du Covid-19 en Corse à présent. Et comme tous les soirs, coup d'œil sur le bilan de l'Agence régionale de la santé. Ce soir, 59 personnes sont hospitalisées, 9 en réanimation. Du côté de la vaccination, notez qu'un peu plus de 116 000 personnes ont reçu une première injection sur l'île. Et dans ce contexte de pandémie, cette question, comment favoriser la reprise touristique? Air Corsica a présenté ce matin son offre pour la saison 2021. La compagnie entend revenir au même nombre de sièges qu'en 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire. Une tarification attractive est également à l'étude. Les précisions de Caroline Ferrer avec Stéphane Lapera. Objectif d'Air Corsica, retrouver cet été le même nombre de passagers qu'en 2019. Pour cela, la compagnie mise sur un nouveau produit, Corsica Mea, une carte d'abonnement avantageuse pour les passagers réguliers et valable sur toutes les lignes. C'est aussi une alternative aux tarifs résidents après la polémique sur l'immatriculation fiscale. Je pense que les Corses du continent sont de toute façon fidèles à Air Corsica, mais il est évident qu'avec une initiative comme cette carte Air Corsica Mea, ils auront la possibilité de voyager encore plus souvent à des prix qui seront parfois aussi bas que le tarif résident et qui leur permettront donc de venir encore plus souvent. La carte est valable jusqu'en mars 2022. L'idée, plus les passagers réservent tôt et plus la réduction est importante. Exemple, une anticipation de 40 jours correspondra à une réduction de 40%. Cette stratégie de relance se veut percutante après les tourments de la crise sanitaire. Nous sommes en tout cas là et bien là pour la reprise. Nous ne sommes pas des survivants après une crise d'amaigrissement. Nous avons l'ensemble de nos moyens matériels et humains qui sont disponibles. Et dès le mois de juin, nous aurons 100% de la capacité d'Air Corsica qui sera mise en œuvre à l'équivalent de ce qui avait été fait avant la crise. C'est-à-dire que notre été 2021 a aujourd'hui tous les moyens d'être aussi volumineux que le fut l'été 2019. En attendant la reprise, la crise sanitaire a laissé des traces. D'ici quelques jours, direction et instances représentatives du personnel se rencontreront pour discuter sur l'opportunité de prolonger ou non les mesures de chômage partiel. On reste dans le secteur de l'aéronautique avec la mobilisation de la section STC de l'entreprise Corse Composite. Depuis 2 jours, le syndicat procède à des débrayages d'1 heure et les salariés réclament une amélioration des conditions de travail en pleine crise sanitaire. Paul Salor, Marc-Antoine Renucci. Ces moyens de pression ne fonctionnent pas. Et si ça doit continuer jusqu'à la fin de ces négociations qui ne sont toujours pas finies, ça continuera, tous ensemble. Détermination affichée pour les salariés grévistes de Corse Composite Aéronautique. Réunis à l'appel du STC, ils dénoncent un durcissement des conditions de travail et une différence de traitement entre cadres et personnel de production. Le STC demande un retour à des horaires plus souples et le versement de la prime Macron pour compenser les pertes liées au chômage partiel en période de Covid. Pour l'heure, le syndicat estime ne pas être entendu. Les négociations ont été stériles. Toutes les demandes du STC ont été jetées carrément à la poubelle. Le directeur n'a négocié qu'avec le syndicat minoritaire ACCA, qui est la CGC, et a signé un accord qui est illégal. Du côté de la direction, on parle d'un mouvement minoritaire. L'épidémie a eu un fort impact sur le secteur aéronautique. L'entreprise a accusé 6 millions d'euros de pertes en 2020. Le plan de sauvegarde est défendu par le directeur Jean-Yves Leitch, à l'heure où certains concurrents mettent la clé sous la porte. Des sociétés appliquent des plans de licenciement massifs qui vont de 30% à 50% du personnel licencié. De notre côté, on a appliqué quelque chose de beaucoup plus soft au niveau social et c'est pour ça qu'il y a 3/4 du personnel qui sont ici en train de travailler sur de magnifiques projets. C'est qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas de départ forcé dans l'entreprise. Ça nous coûte, mais c'est très important et en tout cas c'est l'ADN de l'entreprise. Cet après-midi, Corse Composite a annoncé avoir remporté un marché important auprès du groupe Dassault. Une bonne nouvelle peut-être de nature à apaiser le conflit social. 4e jour de mobilisation pour les lycéens à Ajaccio ou encore à Bastia. Certains d'entre eux se sont entretenus ce matin avec la rectrice. Ils réclament un baccalauréat 2021 entièrement validé par le contrôle continu après les difficultés engendrées par la crise sanitaire. Des rassemblements qui font écho à un mouvement national. Le ministre de l'Éducation s'est dit ouvert à des aménagements. Pour les profs de philosophie, par exemple, les lycéens pourront conserver la meilleure note entre celle de l'épreuve ou bien celle du contrôle continu.
Dans notre regard web du soir, on s'intéresse au statut de repenti. Selon nos informations, l'un des collaborateurs de justice a été exclu de ce dispositif. Article complet signé Marie-Françoise Stéphanie à retrouver sur notre site internet corse.france3.fr. Dans le reste de l'actualité, une épicerie solidaire pour venir en aide aux plus démunis à Île-Rousse. Depuis lundi, les bénéficiaires peuvent s'y rendre. Une façon de permettre aux personnes en situation de précarité de faire leurs courses à petit prix. Une initiative cruciale en cette période difficile. Stéphane Paul et Frédéric Roche. Boursin, très bien le boursin. Voilà. En taille fine. Non, je ne suis pas raisonnable, moi je prends les vrais. L'épicerie solidaire a ouvert ses portes. Denrées alimentaires, produits d'hygiène ou d'entretien prennent place dans les rayons. Il y a même les brosses à dents, il y a la lessive, il y a tout. Les bénéficiaires peuvent désormais faire leurs courses à moindre coût et pour eux c'est une bonne chose. Je trouve que c'est bien qu'on fasse ça à Île-Rousse parce que c'est vrai que ça manquait. Il y a des gens qui ont besoin et ça aide. Ça aide à faire des économies sur les achats. Lors du passage en caisse, les clients disposent d'une réduction de 80% sur chaque produit. Là, j'en ai eu pour 14,27 € parce que j'ai réalisé une économie de 57 €. Voilà. Mais pour avoir accès à cette épicerie, il faut constituer un dossier en amont qui sera étudié afin de déterminer si la personne est éligible. Pour l'instant, 10 dossiers sont retenus. On va étudier les ressources de la personne, ses charges, et en fonction, on déterminera son reste à vivre. Et si le reste à vivre est en dessous d'un certain seuil, la personne est éligible et pourra accéder pendant une période de 6 mois à l'épicerie sociale et faire ses courses tant que sa situation n'a pas évolué. Ce suivi de 6 mois permet de travailler avec les usagers sur différentes problématiques comme les projets d'insertion professionnelle ou bien l'accès à la retraite. En ce qui concerne le financement du magasin, il provient de diverses collectivités et organismes. Dans le cadre du plan alimentaire territorial, on était déjà pris en charge par la DRAF. Et ensuite, on a fait une demande auprès de la CDC pour pouvoir financer une partie de l'alimentation qu'on achète, enfin des produits en tout cas qu'on remet en vente. Et au niveau de la CAF aussi. Une boutique ambulante devrait bientôt voir le jour et faire le tour des villages à proximité. Elle permettrait ainsi aux personnes isolées ne pouvant pas se déplacer de profiter aussi de ce dispositif. Prendre soin de nos vergers abandonnés, c'est l'objectif d'une opération de l'ODARC, l'Office départemental du développement agricole et rural de la Corse, un dispositif d'aide pour relancer la production fruitière ou encore protéger ces sites des risques d'incendie. À Lourdes, l'association syndicale libre de propriétaires a répondu à cet appel à projet. Ophélie Perroux et Stéphane Paul s'y sont rendus. À l'abandon depuis des années, cet oliveraie se voit étouffé par le maquis. Tous les arbres de cette parcelle seront nettoyés prochainement. Qui dunque siamo in una zona assai macchiata come vedete e tutta questa vegetazione adesso dunque ghiacciata, c'è adesso una smattiera importante e tutto adesso fatto a mano. Cela représente un démaquisage sur une surface de plus de 4 hectares en 3 zones différentes. 135 arbres seront également élagués. Ce projet, porté par l'association de propriétaires Oulouri, permet de mettre ce verger à la disposition d'un jeune exploitant de la commune. L'association ASL sert de garantie aux propriétaires des terrains. Le rôle de l'ASL, c'est d'être l'interface entre les propriétaires et le jeune agriculteur. Cette ASL a le pouvoir de donner à bail aux jeunes agriculteurs. Cette convention de 7 ans reconductible oblige l'exploitant à produire. En contrepartie, il n'aura pas de loyer et profitera aussi des travaux de démaquisage et d'irrigation réalisés par l'association et pris en charge par l'ODARC, l'Office de développement agricole et rural de Corse. Le financement il est intégral, donc 100% de la dépense est financé par la puissance publique, donc par la CTC. Les investissements qui sont retenus, ils sont définis dans le cadre de l'appel à projet. Ce sont des investissements de mise en valeur, de taille, tous les travaux relatifs à l'aménagement, à l'amélioration parcellaire. Et donc dès lors que ce chiffrage a été établi, alors sur la base de coûts forfaitaires ou sur la base de coûts établis par l'association, de travers de devis d'entreprise, ils seront retenus et mis en œuvre et on appliquera la subvention une fois bien sûr les travaux réalisés. Coût des travaux, environ 45 000 €. Une première enveloppe globale de 500 000 € sera consacrée à ce dispositif, financé uniquement par la collectivité de Corse, qui espère voir d'autres projets similaires se développer.
Agriculture toujours. Napoléon, c'est le nom d'un nouveau vin corse présenté aujourd'hui, car c'est Pierre, neveu de Napoléon Ier, qui avait acquis ce domaine situé en Balagne au XIXe siècle. En 2017, son rachat par les frères Grisoli avait créé la polémique dans le monde agricole. 4 ans plus tard, la première cuvée a été mise en bouteille et ça n'est qu'un début. Voyez ce reportage signé Pierre Nicolas et Guillaume Leonetti. Même la Toscane est un peu jalouse, paraît-il. Le domaine de Luzibeu, ce sont 86 hectares de granit rose qui regardent vers Scandola, racheté il y a quelques années par 2 frères dont la maison familiale est toute proche. Le château et ses terres ont appartenu au neveu de Napoléon Ier, Pierre Bonaparte. Le vin qu'il nous présente aujourd'hui porte son nom, une marque très disputée. Bien sûr, on a été attaqué par des marques de champagne, également d'autres intervenants qui avaient pris le nom de Napoléon. Du fait que ce soit un lieu dit, nous avons pu avoir, et que ce soit du vin, nous avons pu obtenir la marque au prix de l'EMPI et elle est déposée. Ça y est, c'est très important, notamment pour l'export, où effectivement Napoléon est très apprécié. Vermentine ou Chacarel ou Essenso, le vin prend ici des accents minéraux, salins, mais aussi des goûts de maquis. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est qu'en fait on a le maquis qui s'exprime dès la première année. Le lentisque, on a la myrte déjà sur les rouges. Moi, il y a une cuvée que je suis particulièrement fier, c'est le blanc, puisque ce sont des petits volumes, donc techniquement c'est assez difficile à gérer. Mais par contre dans le blanc, c'est vrai qu'on a à la fois le fruit, le côté floral du Vermentino, et puis on a tout le côté lentisque, un peu fenouil aussi qu'on a ici. Ce vin aura-t-il avec le temps le fort caractère du prince qui lui donne son nom ? Alors j'espère qu'il sera plus calme que le prince Pierre, mais en tout cas, on a vu que sur le rouge, il a quand même du caractère qu'il faut apaiser avec le temps. Donc on va le laisser vieillir, il faut avoir ce potentiel de garde sur les années pour qu'il se bonifie. Car le prince Pierre Bonaparte, amateur de combat, de chasse et de jolies femmes, était un homme à part dans la famille impériale. On va le retrouver aussi dans des faits divers relatifs à des vendettes, et notamment à des affaires criminelles ou de banditisme dans sa région. On va le retrouver aussi au bras des femmes, notamment parce que c'était un garçon qui avait du tempérament, qui dans une province rurale finalement devait séduire par son côté à la fois prince mais aussi bandit. L'acquisition récente de la propriété avait elle-même tourné au conflit, tension qui semble redescendue aujourd'hui. Une rénovation partielle du château est même envisagée. Et justement, à l'occasion des 200 ans de la mort de Napoléon, nous poursuivons notre série de reportages. Hier, nous nous intéressions à la jeunesse de l'empereur. Ce soir, penchons-nous sur l'héritage institutionnel qu'a laissé l'illustre Ajaxien, comme par exemple la création du Code civil, mais pas seulement. Reportage Pierre Ignani. Lorsque l'on recherche des traces de l'héritage laissé par Napoléon, on tombe forcément sur cet ouvrage, le Code civil, également appelé Code Napoléon. Lors de son exil à Sainte-Hélène, l'empereur déclara ceci : « Ce qui vivra éternellement, c'est mon Code civil. » 200 ans après sa mort, difficile de lui donner tort. Plus d'1 millier d'articles d'origine demeurent toujours en vigueur. Un ouvrage de référence considéré comme l'une de ses plus grandes œuvres. Évidemment, ce n'est pas Napoléon Bonaparte qui a rédigé le code. Napoléon Bonaparte, parce qu'il ne sera empereur que 2 mois après la sortie du Code civil, parce que ça faisait déjà très très longtemps que des juristes pensaient à cette idée, si vous voulez, d'unification, on va dire, des coutumes de France, dès le XVIe siècle. Et notamment dès 1793, il y a eu des comités de rédaction de codes, et qu'on n'avait pas à l'époque nommé Code civil. Donc tout ça était vraiment en préparation. Le fond y était, si vous voulez, mais c'est Napoléon qui, à l'époque premier consul, prend l'initiative, si vous voulez, d'une part, et d'autre part en fait une priorité. Mais l'œuvre de l'empereur ajaxien ne saurait se limiter à cela. Préfecture, Conseil d'État, Cour de cassation, Chambre de commerce, Banque de France, son empreinte s'étend jusqu'aux institutions où Napoléon a modernisé l'administration. Mais depuis 2 siècles, celle-ci a bien évolué. Cependant, 2 tendances demeurent dans la République française, selon André Faz. Il reste la tendance à la verticalité de l'État vers les territoires, la tendance à la verticalité et à la personnification du pouvoir. Napoléon a prétendu, et ses zélotes ont prétendu avoir sauvé la Révolution. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de révolutionnaires avec lui, ça s'est appuyé dessus. Il n'empêche que la Révolution a été faite pour mettre fin au pouvoir personnel en France, et que lui, non seulement il a refondé le pouvoir personnel, mais il a donné une nouvelle force extraordinaire, celle de la légitimation populaire.
Au plan insulaire, pour le grand public, l'histoire entre la Corse et Napoléon s'est longtemps résumée à cela. Les arrêtés Milhaud, du nom de l'administrateur général de la Corse en 1802, André-François Milhaud. Mais en 2013, ils ont été abrogés. Alors, étaient-ce des privilèges fiscaux octroyés par Napoléon à sa terre de naissance? Non pour Louis Orsine, qui s'insurge contre cela. Napoléon a toujours été partisan d'appliquer en Corse le droit commun sans exception. 2 exemples. Quand il était premier consul, il n'a jamais exonéré la Corse de droit de succession. L'arrêté Milhaud du 21 prairial en 9, donc 10 juin 1801, aménage ces droits et les rend effectifs. 2e exemple, sous l'Empire, le décret impérial du 24 avril 1811 exonère la Corse de droits indirects en contrepartie de l'augmentation de la contribution personnelle et mobilière. Donc dans ces 2 cas, les aménagements ont été consentis dans le seul intérêt du trésor public. Enfin, voici la part la plus visible de l'héritage napoléonien, à l'image de l'Arc de Triomphe place de l'Étoile ou de celui plus petit du Carrousel du Louvre. 200 ans après sa mort, l'ombre de l'empereur plane toujours à Paris, mais aussi sur son île natale, tant à Bastia qu'à Ajaccio. Allez, on parle culture pour clore ce journal. Installer le street art en plein cœur de nos massifs, c'est l'idée du festival Popul'Art organisé dans le Niol où depuis 2019, la région invite des artistes d'ici et d'ailleurs à venir colorer nos murs. L'édition 2021 s'oriente vers des questions de société avec un art plus militant. Reportage à l'autre, Jean-Philippe Mattei, Christian Julian. Du street art sur les murs des villages du Niol où l'idée peut surprendre. L'an dernier, la première édition du festival Popul'Art avait déjà connu du succès. Cette année, c'est une dimension européenne qui est donnée à l'événement. Des artistes de toute l'Europe viendront à Lozzi entre les mois de mai et juillet. Au cœur du village, les réactions ne se sont pas fait attendre. Qui suente mi risponde, dunque questa cittadina sarà un soggetto, di vale la pena non ciò che si può dire, non una berra, non ti mi risponde ancora amici. Politicamente è una... Politiquement et historiquement, on a une relation très étrange entre une île et un continent, entre le centre et la périphérie. C'est une petite région qui est loin du pouvoir central de Paris. C'est une île, mais une île très grande avec beaucoup de montagnes, de plages. C'est un lieu ambigu, complexe et intéressant. À leur arrivée, les 2 artistes espagnols ont eu froid. Un élément déclencheur qui leur a donné l'idée de symboliser la fin de l'hiver de manière originale. Qui è un'opera di 2 artisti spagnoli, Fermin e Schiff, e sono giunti qui ogni tanto, avevano freddo e hanno rappresentato l'inverno con un frigo che si neva. Dès le lancement du projet, l'organisateur savait précisément les suites qu'il voulait donner à son festival et quelles seraient les retombées au sein du village. Quand on travaille dans le rural, il ne faut pas choquer, déjà. Faire de l'art urbain, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire emplâtrer le village. Il faut faire des œuvres qui, pour certaines, peuvent rester parce qu'elles sont discrètes, et puis pour beaucoup, qui sont éphémères et qui sont appelées à se renouveler. Parce qu'on invitera d'autres artistes et que ces artistes auront l'opportunité, sur un mur qu'on avait offert auparavant, de réaliser quelque chose de nouveau. Ce festival s'adresse avant tout aux jeunes et aux enfants qui ont un accès à l'art limité dans la région du Niol. L'événement pourrait bien s'étendre lors des années à venir aux murs d'autres villages de l'île. C'est désormais la fin de ce Corsica Zera. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Dans un instant, l'actualité nationale et internationale avec à la une ce soir la colère et le chagrin au lendemain de la mort d'un policier tué par balle à Avignon lors d'un contrôle. C'était à proximité d'un point de deal. Le suspect est ce soir toujours en fuite. Virna Saki reviendra également sur le calendrier vaccinal. L'exécutif l'a modifié. La vaccination sera ouverte aux plus de 50 ans dès lundi et à partir de mercredi, tous les adultes pourront prendre rendez-vous lorsqu'il restera des créneaux d'un jour sur l'autre. L'information continue sur les réseaux sociaux et notre site internet. Et puis, le Notidial, ce sera à 20h aux côtés de Gendre et Marchiani. Bonne azera à tutti.